La définition de l'état de choc est en réalité une définition physiopathologique. Elle correspond à une hypoperfusion tissulaire conduisant à une hypoxie cellulaire, le tout entraînant un passage du métabolisme cellulaire dans un métabolisme anaérobie. Cliniquement, la définition de l'état de choc est une hypotension artérielle avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure ou une chute de plus de 30% par rapport au chiffre pressionnel habituel d'un malade hypertendu connu. Quelle que soit l'étiologie de l'état de choc, l'insuffisance circulatoire conduit à des anomalies de la microcirculation qui se traduisent cliniquement par des marbrures liées à une vasoconstriction cutanée réflexe liée au système sympathique qui débute au membre inférieur, essentiellement au niveau des genoux, des extrémités mal perfusées, donc froides, avec un temps de recoloration cutanée allongé, supérieur à 3 secondes. Le retentissement de l'état de choc sur la macrocirculation entraîne une hypotension artérielle et une tachycardie réflexe mise en jeu par le système sympathique qui initialement permet de compenser la baisse de débit cardiaque et puis qui secondairement est insuffisante. À ce moment-là, des signes de souffrance d'organes peuvent apparaître, des souffrances rénales avec une oligoanurie, neurologiques avec une agitation, voire à l'inverse des troubles de la conscience jusqu'au coma, ou des signes respiratoires avec une polypnée, une désaturation, une dyspnée et des sueurs. Il existe 4 grands types d'états de choc. Les chocs hypovolémiques vrais, comme le choc hémorragique, les chocs distributifs avec une hypovolémie relative, comme le choc septique ou le choc anaphylactique, et le choc cardiogénique. Le choc anaphylactique sera traité de façon détaillée dans un autre topo sous l'item 211. Le choc cardiogénique est un choc au cours duquel la baisse du transport artériel en oxygène est liée à une insuffisance de la fonction pompe cardiaque. Au cours du choc cardiogénique, la fraction d'éjection ventriculaire gauche, s'il s'agit d'un choc cardiogénique d'origine gauche, ou droite, s'il s'agit d'un choc cardiogénique d'origine droite, est abaissée. Cette baisse de la fraction d'éjection conduit à une baisse du volume d'éjection systolique du ventricule respectif, conduisant à une baisse du débit cardiaque lorsque la tachycardie réflexe ne suffit plus à maintenir ce débit. Les conséquences sont une augmentation des pressions en amont des ventricules responsables du choc cardiogénique, augmentation de la pression hydrostatique dans le capillaire pulmonaire en cas de défaillance ventriculaire gauche, conduisant à un œdème pulmonaire d'origine hémodynamique cardiogénique, ou augmentation de pression dans les capillaires systémiques en cas de défaillance ventriculaire droite, entraînant des œdèmes, une hépatalgie et les signes d'insuffisance cardiaque droite. Les étiologies des chocs cardiogéniques d'origine gauche sont multiples. Il s'agit le plus souvent d'un infarctus du myocarde à la phase aiguë, souvent étendu. Il peut s'agir également d'une myocardite, d'un trouble du rythme ou de la conduction aiguë, d'une cardiopathie arrivée au stade terminal ou encore d'une valvulopathie aiguë. Les étiologies des chocs cardiogéniques droits sont essentiellement l'embolie pulmonaire grave et la tamponnade cardiaque. Le diagnostic d'un état de choc cardiogénique repose avant tout sur les données de l'échographie pulmonaire, permettant d'objectiver la dysfonction du ventricule responsable du choc cardiogénique et également, dans un nombre important de cas, l'étiologie du choc, montrant par exemple une valvulopathie aiguë ou une dyskinésie segmentaire en cas d'infarctus du myocarde. Le traitement du choc cardiogénique est étiologique chaque fois que cela est possible. Ainsi, par exemple, au cours d'un choc cardiogénique sur dysfonction myocardique sur infarctus du myocarde, la revascularisation coronaire est un impératif urgent. Le traitement chirurgical d'une valvulopathie aiguë liée à une endocardite ou à une désinsertion de prothèse, l'appareillage par pacemaker ou défibrillateur d'un trouble du rythme ou de la conduction sont les traitements étiologiques des chocs cardiogéniques. Le traitement symptomatique associera une oxygénothérapie, voire une intubation orotrachéale en cas de dysfonction gauche, ceci permettant d'améliorer l'apport d'oxygène au niveau du poumon, de diminuer la consommation d'oxygène chez un patient sédaté sous ventilation mécanique et de favoriser le travail ventriculaire gauche. Les catécholamines utilisées seront des catécholamines inotropes positives, telles la dobutamine, voire l'adrénaline. Et en cas d'échec de ce traitement symptomatique, on pourra mettre en place un ballon de contre-pulsion intra-aortique qui aura comme effet de diminuer la post-charge ventriculaire gauche et d'améliorer la pression de perfusion coronaire, favorisant ainsi la récupération du ventriculaire gauche. En cas de nouvel échec, une assistance ventriculaire provisoire de type ECMO, voire définitive,
voire même la transplantation cardiaque, seront à discuter au cas par cas en fonction des antécédents, de la pathologie et du terrain sous-jacent au patient. Le traitement du choc cardiogénique droit est légèrement différent. Il fait appel autant que possible au traitement étiologique, l'évacuation d'un épanchement péricardique entraînant une tamponnade, l'anticoagulation ou la fibrinolyse d'une embolie pulmonaire entraînant un choc cardiogénique, voire l'embolectomie chirurgicale sous circulation extracorporelle. Le traitement symptomatique associera également une oxygénothérapie, mais cette fois-ci, l'intubation orotrachéale devra être retardée autant que possible, car le passage en régime de pression positive au niveau du poumon risque d'aggraver la défaillance ventriculaire droite, le ventricule droit étant en amont du capillaire pulmonaire. La catécholamine à utiliser en cas de dysfonction ventriculaire droite est la noradrénaline en première intention. Cette catécholamine permettant d'augmenter la pression artérielle diastolique qui est la pression de perfusion coronaire, permettant d'augmenter le débit dans la coronaire droite et de faciliter le travail du ventricule droit. En cas d'échec avec ce traitement, l'adrénaline pourra être rajoutée, gardant les propriétés vasoconstrictrices et d'augmentation de la pression de perfusion coronaire et entraînant un certain inotropisme du ventricule droit. Le troisième type d'état de choc, le choc hypovolémique, essentiellement le choc hypovolémique vrai par hémorragie. L'hémorragie, attention, peut être extériorisée, le diagnostic est alors assez facile, mais peut également être intériorisé. Le traitement, la prise en charge du choc hypovolémique par hémorragie associe idéalement un geste hémostatique rapide et une transfusion sanguine précoce. Néanmoins, en attendant la transfusion de produits sanguins, un remplissage vasculaire doit être effectué afin de restaurer une volémie. Et dans cette indication, on pourra préférer les colloïdes du fait d'une meilleure rapidité de l'expansion volémique. Si malgré le remplissage, la pression artérielle reste basse, une catécholamine vasoconstrictrice, la noradrénaline, sera utilisée en première intention. Mais attention, celle-ci a pour but de restaurer une pression de perfusion tissulaire minimale, mais ne doit pas dépasser des objectifs de pression systolique à 100 mm de mercure et moyenne à 65 mm de mercure, faute de quoi l'hémorragie serait aggravée par une pression importante dans les vaisseaux. Les autres mesures symptomatiques à mettre en œuvre communes aux différents états de choc, comme l'oxygénation, l'intubation orotrachéale en cas de trouble de la conscience, seront bien évidemment à mettre en évidence. La noradrénaline, utilisée à la phase précoce pour restaurer une pression de perfusion tissulaire, peut également être utilisée dans une phase plus tardive, après 12 à 24 heures, en cas de survenue d'une hypotension secondaire liée à un syndrome inflammatoire de réponse systémique, ou SIRS, que celui-ci soit lié à l'hémorragie elle-même si elle est abondante ou à la polytransfusion. La définition du choc septique est précise et répond aux définitions issues de la conférence de consensus de 2005. Un syndrome inflammatoire de réponse systémique est défini par la présence de deux critères parmi les suivants. Une température supérieure à 38,3 ou inférieure à 36, une fréquence cardiaque supérieure à 90, une fréquence respiratoire supérieure à 20, une glycémie supérieure à 7,7 mmol, une hyperleucocytose avec des globules blancs supérieurs à 12 000 ou une leucopénie avec des globules blancs inférieurs à 4 000 ou encore plus de 10% de forme immature circulante, une altération des fonctions supérieures, un lactate supérieur à 2 mmol par litre ou un temps de recoloration cutanée supérieur à 2 secondes. Un syndrome inflammatoire de réponse systémique ou SIRS lié à une infection supposée ou documentée définit un sepsis. Un sepsis grave est défini par la présence d'un sepsis associé à une hyperlactatémie supérieure à 4 mmol, à une hypotension artérielle avant remplissage ou à la présence d'une dysfonction d'organes définie par une altération pulmonaire avec un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300, une altération de la fonction rénale avec une créatinine sanguine supérieure à 176 micromoles par litre, un INR supérieur à 1,5 lié à une dysfonction hépatique, une bilirubine supérieure à 78 micromoles, une altération hématologique avec une thrombopénie inférieure à 100 000 ou enfin une altération neurologique avec un score de Glasgow inférieur à 13. Enfin, un sepsis grave ou sepsis sévère avec une hypotension artérielle ne répondant pas à une épreuve de remplissage par 500 ml de colloïdes ou de cristalloïdes définit
un choc septique. On voit donc qu'il s'agit d'un continuum entre le CIRS, avec les premières définitions proposées, en passant par le sepsis grave et le choc septique. La prise en charge thérapeutique du choc septique associe des mesures étiologiques et symptomatiques. Une nouvelle fois, dès qu'il est possible, le traitement étiologique sera privilégié, antibiothérapie d'une infection pulmonaire, chirurgie d'une péritonite ou d'une médiastinite, etc. La prise en charge symptomatique associe une oxygénation et une intubation orotrachéale dès qu'on atteint le stade de choc septique ou que des catécholamines sont nécessaires. Cette intubation permettra d'améliorer l'oxygénation tissulaire en améliorant les échanges pulmonaires, notamment en cas de pneumopathie à l'origine du choc septique, mais également en diminuant la consommation d'oxygène de l'organisme en rapport avec la sédation prescrite lors de la ventilation mécanique. Le remplissage vasculaire, cette fois-ci par cristalloïde ou par colloïde, aucun des deux n'ayant démontré une supériorité en termes de mortalité sur les malades, sera à privilégier de façon abondante et précoce. Une fois passée la phase précoce, le remplissage vasculaire devra être poursuivi car à l'hypovolémie relative à l'origine de l'état de choc, se surajoute une hypovolémie vraie dans un second temps liée à des lésions capillaires et à une fuite capillaire de la volémie en dehors des vaisseaux. Le remplissage vasculaire devra être guidé par un monitoring hémodynamique, que celui-ci soit de l'échographie cardiaque, un cathéter de soins de Gans, un cathéter Picot ou toute autre technique permettant de guider ce remplissage afin de le poursuivre tant que le débit cardiaque augmente en réponse au remplissage, mais de l'arrêter lorsque le débit cardiaque n'augmente plus afin d'éviter le surremplissage délétère. L'hypotension, par définition ne répondant pas au remplissage, devra être corrigée grâce à une catécholamine vasoconstrictrice, la noradrénaline, en première intention. 30% des chocs septiques environ un tiers, s'accompagnent d'une défaillance myocardique ventriculaire gauche réversible, pouvant nécessiter une administration de catécholamine inotrope, type 2-butamine, ou l'adjonction, ou plutôt l'association d'une fonction vasoconstrictrice et inotrope dans un seul médicament comme l'adrénaline. Ainsi, on peut voir fréquemment, dans à peu près un tiers des cas, l'ajout de la 2-butamine à l'adrénaline ou le remplacement de la noradrénaline par l'adrénaline. D'autres mesures peuvent être proposées, mais sont affaires de spécialistes. Dans les chocs septiques réfractaires, l'ajout d'une corticothérapie substitutive peut être discuté, de même que l'administration de protéine C activée. Le contrôle glycémique est sans doute important. Néanmoins, plus que l'administration d'insuline pour faire baisser la glycémie, il est vraisemblablement important d'éviter les variations glycémiques rapides et brutales dans un sens ou dans un autre. Enfin, les différentes défaillances d'organes associées à l'état de choc devront être prises en charge de façon symptomatique en attendant la guérison de l'état de choc, par exemple dialyse d'une insuffisance rénale, ventilation mécanique protective d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, transfusion d'une coagulopathie liée au sepsis. Voilà ce qu'on pouvait dire en résumé sur la définition et la prise en charge des principaux états de choc.